Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Loïc Vergniaud qui va nous faire le plaisir de se présenter rapidement. Loïc qui est vice-champion olympique, paralympique et on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ses spécificités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous c'est vraiment un honneur de pouvoir avoir quelqu'un qui a ta carrière et ton palmarès. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Loïc, ce que je te propose, c'est que je puisse poursuivre un petit peu ta présentation. Donc, toi, tu es né en 1978, tu es originaire de Roanne. Donc, ce que je te disais en off, c'est que moi, je suis dans le milieu du basket. Donc, Roanne, c'est une ville que je connais bien parce que c'est une fameuse équipe, la chorale de Roanne. Donc, c'est entre Lyon et Saint-Étienne, c'est ça? Ouais, c'est un peu au nord des deux, on va dire. Voilà, Un petit peu au nord des deux. Ouais. Ok, donc tu es né, tu as grandi là-bas, c'est ça? Alors ouais, je suis né à Roanne, mais j'ai grandi à Saint-Martin-d'Estros, c'est un petit village au nord du département de la Loire, donc à une demi-heure de Roanne. Donc j'ai fait mes études à Roanne et après à Lyon et puis Saint-Étienne. D'accord. Alors la particularité de ton parcours et aujourd'hui, si on échange, c'est parce que, comme je te disais, tu as un sacré palmarès au niveau paralympique. C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de handicap, on a pour une partie des personnes qui font du sport en paralympique, un parcours qui est accentué par un handicap qui arrive au cours de la vie ou un handicap qui arrive, qui est existant depuis le départ. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été le cas pour toi, s'il te plaît? Ouais, alors donc moi j'ai eu un accident à l'âge de 26 ans, donc j'ai eu une carrière professionnelle avant mon accident et j'ai eu mon accident en milieu professionnel. Je me suis renversé avec un chariot élévateur qui m'a écrasé les deux jambes. Du coup, j'étais amputé de la jambe droite en dessous du tibia et j'ai eu des séquelles sur la jambe gauche au même niveau. Puis voilà, donc après, je me suis remis au travail tout d'abord, remis au sport, un peu changé d'optique sur mon sport. Je faisais du foot avant mon accident et du coup, après mon accident, j'ai repris du foot en béquille. Ouais, pour faire vite le truc et après foot béquille parce que ça montait quand j'étais en rééducation après un accident et quelqu'un a voulu monter une équipe de foot béquille. Donc c'est du foot sur une jambe et sur un petit terrain. Et donc j'étais parmi les premiers joueurs et j'ai fait à peu près 2 ans en même temps que j'ai repris mon activité professionnelle en maintenance industrielle. Et voilà, après je me suis mis en bike. On va parler, je pense, un peu après, ouais. Ouais, exactement. Alors c'est intéressant parce que tu étais du coup déjà très sportif avant ton accident qui arrive à 26 ans. Est-ce que la manière dont tu pratiquais le sport, c'était du sport déjà intensif, du sport de haut niveau? Quelle était ta vision et quel était ton état d'esprit et le rapport avec le sport? Ah non, c'était au plus bas niveau footballistique qu'on pouvait trouver, je crois, ou l'avant-dernier niveau. Alors, le sport a toujours été très présent dans ma vie, mais comme j'étais d'un petit village à Saint-Martin-d'Estros, le seul club qu'il y avait, enfin il y avait deux clubs, c'était soit le club de foot, soit le judo. Et ben voilà, j'ai préféré le foot, il y avait plus, enfin c'était voilà l'esprit d'équipe et tout, donc j'ai fait ça pendant de longues années à Saint-Martin, et après j'ai fait deux trois autres clubs pour finir dans un club à Saint-André-d'Apchon juste avant mon accident. Et voilà, mais j'ai toujours aimé le sport, faire du tennis, du vélo. On vivait dans un lotissement où on était une quinzaine de garçons du même âge, pas du même âge. À 4 ans, on va dire une fourchette de 4 ans, on était 15 garçons. Donc voilà, dès qu'il y avait du foot à la télé, on jouait au foot. Dès qu'il y avait du tennis, on jouait au tennis. Tour de France, on faisait du vélo. On se déplaçait un peu pour faire du basket. Enfin, on était toujours en train de voilà, autour du sport et ça m'a toujours attiré. Ouais, tu as toujours été très actif sans forcément viser la performance. En tout cas, c'était vraiment ton état d'esprit, quoi. Ouais, c'était la dépense physique, l'amusement, et voilà, quoi. Ok, c'est super intéressant. Du coup, lorsqu'on a un accident et un parcours de vie qui est marqué de cette manière-là à 26 ans, là tu nous disais tout à l'heure qu'après l'accident, tu t'étais rapidement transposé vers l'activité de foot béquille. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, comment s'est passée cette transition? Est-ce qu'on se dit, ok, je réattaque tout de suite? C'était ton état d'esprit ou tu as dû être motivé par des sources extérieures? Comment est-ce que tu as pu faire cette transition entre l'accident et ta reprise d'activité sportive? Bah, déjà en rééducation, pour s'occuper avant de me faire appareiller, parce que c'est un peu long. J'ai sorti après mon accident 1 mois et demi d'opération et tout, donc très affaibli et une bonne prise de poids. Commencé à en perdre beaucoup et après j'en ai pris beaucoup. C'est souvent Donc comme ça. après, et après du coup, je pouvais pas me mettre debout, j'étais me déplacer en fauteuil. Donc le temps de déjà me faire appareiller, parce que j'avais pas le droit de poser l'autre jambe, parce qu'elle était aussi touchée. Donc c'était musculation en centre de rééducation pendant les premières semaines.
C'était à peu près la seule chose que je pouvais faire. Donc là, j'ai commencé voilà, à me remuscler le haut, à reperdre un peu de poids, à me remettre en forme physiquement. Puis voilà, après, en rentrant chez moi, j'ai fait on va pas dire vraiment un sport pour recommencer l'activité physique. C'était plus la rénovation de ma maison que j'avais entrepris un an avant mon accident avec ma femme. On avait acheté une vieille maison à toute rénover. Donc pendant un an, on avait bien tout cassé et puis j'ai eu mon accident. Donc voilà, en retour de quand j'étais à peu près physiquement apte à faire des travaux, j'ai repris les travaux. Donc ça dépense bien, ça dépense bien la tête. Puis ouais, l'histoire de l'équipe de France Béquille, voilà, ça m'a permis de retrouver l'esprit d'équipe, de repartager des moments avec des gens sur un terrain de foot et ça m'avait fait du bien. Bon, c'était un peu difficile physiquement et puis c'était déjà loin de chez moi, j'avais 2 heures de route pour les entraînements et puis Ouais. physiquement j'étais sur une jambe, je courais sur une jambe qui était pas, qui est toujours pas Qui n'est pas d'ailleurs très stimulé. ouais, 100%. Et puis comme j'étais déjà pas très fort au foot avec mon pied droit ou quand j'étais droitier avec le pied gauche, c'était pas ça. Donc c'était vraiment, voilà, je faisais le numéraire sur le terrain, mais je prenais plus vraiment autant de plaisir qu'avant parce que mon niveau était encore, on va dire, plus faible, quoi. Donc j'ai repris aussi le foot en parallèle de ça avec l'équipe des anciens, mais là au cage parce que j'avais pas le droit de jouer sur le champ avec ma prothèse, donc je m'étais amusé un peu avec mes anciens collègues de foot, voilà, de repasser un peu au cage, mais c'est pareil, c'est plus vraiment les mêmes sensations qu'on est un peu diminué, donc le handball est venu à moi parce que c'était un sport où je pouvais faire et que j'avais aucun handicap en fait dessus. On utilise Ouais. que le haut du corps, c'est pour ça que ça m'a plu. Ok, super. Bah écoute, on va revenir au handbike un petit peu plus tard. La question que je voudrais te poser, c'est par rapport à l'aménagement de ta maison. On peut dire que des fois, il y a des timings qui sont plus ou moins bons. J'ai l'impression que là, c'était c'était pas forcément le meilleur timing. Est-ce que tu as dû faire, t'as aménagé ta maison différemment du coup, ou au final, vous êtes resté sur à peu près la même projection que vous aviez? Alors on n'avait pas trop de projection. Voilà, c'était la première rénovation. Donc j'ai laissé un peu ma femme dans la mouise, comme on dit, parce que quand je suis parti, on vivait dans une pièce, quoi. On était jeunes, donc Ouais. on s'en foutait, mais c'est vrai que c'était dur qu'en plein hiver, dans une pièce, chauffage au poil, donc voilà. Et on n'avait pas trop de vision. Après ma maison, j'ai fait deux, trois petits trucs, mais elle n'est pas vraiment aménagée pour quelqu'un qui se déplace en fauteuil, parce que la maison était ainsi faite qu'elle était en plusieurs niveaux. Donc Ok. essayé de garder ces niveaux. J'ai juste fait une rampe d'accès où j'aurais peut-être prévu de faire un escalier. Mais j'ai juste fait voilà une rampe d'accès de mon garage qui rentre dans la maison. Quand je me déplace en fauteuil, voilà, je peux aller bricoler dans mon garage quand même en fauteuil. C'était le principal, l'accès. Et puis dans la douche, j'ai bien sûr mis un siège, voilà, enfin une banquette pour que je puisse me laver tranquille. Et voilà, c'est les deux seules vraiment adaptations que j'ai fait dans ma maison ouais, pour mon handicap parce que bon, voilà, en étant amputé, j'avais quand même rencontré pas mal de personnes d'un certain âge qui me disaient qu'ils pouvaient toujours marcher et tout, donc voilà, les adaptations restent légères. Bah, si j'ai mis c'est un troisième, on va dire, au niveau des toilettes, enfin, du WC, j'ai mis une poignée pour me relever, mais voilà. Ok. C'est les Ok. petites Ok. adaptations. Oui, effectivement, c'est pas grand-chose. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est que lorsque je te demande l'adaptation après ton accident pour pouvoir reprendre le sport, tu me dis que c'était dur physiquement, que c'était dur au niveau de l'organisation, mais tu m'as jamais dit que mentalement ça pouvait être difficile ou que tu avais eu du mal à transitionner sur tout ça. Je pense que c'est une force que tu as. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit tu étais après ton accident et sur justement toute cette période-là? Parce que tu vois, t'en parles pas du tout et j'imagine que même si c'était difficile, en tout cas, c'est pas quelque chose que tu retiens. Ouais, ouais, c'était difficile. C'est vrai qu'avec le temps, on oublie un peu dans quel état d'esprit on était. Moi, je sais que c'était dur, ouais, parce que on va dire que j'étais plus à faire du sport quand même. Au niveau de mes jambes, c'était un des points de mes points forts. Donc c'est sûr que voilà, là, j'étais un peu dans le flou et tout. Donc je me demandais un peu ce que j'allais faire comme travail et tout, mais j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont, on va dire, rassuré. J'étais bien entouré par ma femme, mes parents et tout, qui m'ont toujours soutenu. Voilà, m'a poussé à faire des choses, à m'aider, à prendre soin aussi, voilà, quand c'était dur, de me remettre un peu les idées dans le bon ordre, quoi, on va dire. Et non, après, voilà, je trouve que j'ai vite rebondi. Et puis, il y a toute cette période d'adaptation aussi où on se lance des petits défis, donc ça m'a fait avancer. Le premier défi, moi, c'était déjà parce que quand j'ai appris à marcher, j'ai appris à marcher en béquille sur ma prothèse. Donc tout de suite, voilà, j'avais pas le droit de poser l'autre pied. Donc tout de suite là, on s'adapte vite déjà à marcher sur la prothèse. Et après, voilà, les défis des travaux, de monter les escaliers, enfin, plein de trucs comme ça qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait un peu oublier
Voilà, plein de trucs. Après, je pensais pas du tout à cette époque de faire du sport de haut niveau. C'était pas une idée. C'était surtout mes premières, on va dire, victoires. C'est dans le travail où j'ai pu retravailler comme quelqu'un de valide et même ne pas faire voir mon handicap quand j'allais faire mes différentes missions d'intérim à droite et à gauche en maintenance ou en montage mécanique. D'accord. Bah écoute, oui, je vois parfaitement. J'aimerais qu'on puisse revenir du coup sur la transition vers le handbike. Du coup, c'était il y a une vingtaine d'années ton accident maintenant, et ça fait une dizaine d'années ou un petit peu moins de 10 ans que tu as fait cette transition. Comment tu as fait pour y arriver, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le handbike, ce que c'est? Alors, ça fait exactement 15 ans que j'ai fait la transition. Ok. Doucement, mais ça fait 10 ans ouais, que je suis à un bon niveau mondial, quoi. La transition, bah, c'est déjà un ami de la famille qui était paraplégique depuis enfin, très longtemps, maintenant une trentaine d'années, qui était un père d'un ancien collègue de collège et qui connaissait aussi mes parents. Et du coup, quand j'ai eu mon accident, il est tout de suite venu voir mes parents pour les soutenir et leur dire que s'il y avait besoin, il était là. Lui, il est venu aussi à l'hôpital m'expliquer un peu, me faire rencontrer des personnes. Et puis lui, il avait été un des premiers à faire du handbike en fait, Jean-Paul Michel, et un des premiers voilà, à découvrir cette pratique parce qu'elle n'est pas si vieille que ça. Du coup, elle a une trentaine d'années aussi. Au Ok. début, c'était des fauteuils roulants où il mettait un pédalier, enfin une roue avec un pédalier devant et il se déplaçait comme ça. Après, ça a un peu transformé vers ce qu'on a maintenant. Du coup, avec le club d'handisport rouennais, ils m'ont prêté un handbike. Alors plus loisir, on est assis et voilà, c'était pour se promener. Donc j'ai fait mes premiers tours de roue comme ça autour de chez moi. J'ai fait ouais, les petits tours, même première sortie, je crois que je m'en souviendrai toujours parce qu'au deuxième virage, j'étais déjà dans le fossé parce que ça tourne très mal. Donc voilà. Après voilà, j'ai agrandi à distance et puis je voulais rencontrer un peu plus de monde, donc je me suis d'abord déplacé sur une compétition en spectateur qui était à côté de chez moi à 1 heure, qui se fait depuis aussi une quarantaine d'années, mais plus au niveau handisport. Et voilà, depuis que l'handbike, ça fait 20 ans qu'ils sont admis sur la course. Mais j'ai pu voir un peu l'ambiance et tout, ça me plaisait. Donc j'ai fait l'achat d'un vélo un peu plus compétitif, on va dire, pour mes premières courses qui s'est fait en 2011. Et puis voilà, après, je suis resté dans ce domaine du handbike, de faire les compétitions. C'est toute l'ambiance, en fait. Que voilà, c'était tout le monde, c'était différent du foot que j'avais connu. C'était pas, la compétition était sur la route, mais après, voilà, c'était plus amical et entre amis que de, enfin, descendre l'autre. L'ambiance était totalement différente, donc ce qui me plaisait. Et puis, je me sentais pas, ouais, quand on est handi, on est un peu observé, on se trouve un peu observé. Et là, en étant en fauteuil, parce qu'à cette époque, je me déplaçais encore pas mal en fauteuil, surtout sur les courses. Donc voilà, en fauteuil, on était tous en fauteuil, donc ça passait, euh, ça passait bien. Ouais. Ouais, bah, écoute, je comprends bien. Alors, du coup, tu disais qu'au début, dès le deuxième virage, tu étais dans le fossé. J'imagine que physiquement, les efforts aussi étaient particuliers, parce que du coup, tu pars sur une autre intensité. Là, on voit le handbike. Comment tu as fait du coup pour passer du niveau amateur au plus haut niveau? Comment est-ce que ça fonctionne? Tu sais, on a toujours ce modèle-là, si on prend l'exemple du foot avec Clairefontaine et avec un parcours qui emmène vers le sport de haut niveau. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a la trentaine d'années pour pouvoir transitionner vers le haut niveau dans le sport paralympique? J'y suis allé doucement, on va dire, et étape par étape. Le handbike, ce qui me plaisait, donc, c'était de pouvoir me donner à 100%, sans limite, enfin, sans être limité par mon handicap. Et en plus, cela, ça réunissait ma deuxième passion, qui est la mécanique. Donc le handball, comme c'était même il y a une quinzaine d'années, vraiment les débuts aussi, donc tout le monde cherchait un peu la position, le matériel utilisé, donc j'ai pas mal fait de bricolage dessus, des montages spéciaux que pour moi. Donc en fait j'avais vraiment ces deux passions qui se réunissaient, et voilà, chaque année je visais à aller taper celui qui était devant moi. Donc c'était améliorer un peu ma position, changer un peu mes entraînements, voir ce qui me manquait, c'était de la puissance ou de l'endurance. Enfin, voilà, et chaque année depuis 2011, j'ai les classements, surtout en championnat de France, j'ai essayé de monter d'un cran, parce c'était voilà, le handball, c'est un peu des petits groupes qui se formaient de niveau, et j'essayais toujours d'accrocher le niveau au-dessus. Et voilà, au bout de 4-5 ans, et je suis arrivé en handball. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en handball, j'ai commencé en couché, vraiment en position couchée.
Et maintenant, je suis à genoux, donc c'est une autre position, mais ça dépend en fait du handicap. On a des Du handicap, ouais. classifications. Et mon handicap, en étant amputé, j'ai la mobilité du tronc et tout, donc je suis à genoux. Tandis que tous ceux qui sont paraplégiques, tétraplégiques ou Allongé. voilà, d'autres handicaps qui ne peuvent pas leur permettre de tenir à genoux, ils sont dans la position allongée. Donc voilà, arrivé à peu près 2015-2016, je suis arrivé aux portes de l'équipe de France. 2016 à peu près après Rio, ouais. Et du coup, j'ai voulu passer une classification pour aller courir dans la cour des grands, on va dire, en international avec l'UCI. Et là, c'est là qu'on m'a dit que ma classification m'interdisait de courir en couché. Donc, il fallait que je passe à genoux. Donc, c'était un peu le deuxième tournant parce que c'est un peu, C'est c'est pas le difficile même de effort. changer comme ça. Ouais. Ah, c'est pas du tout le même effort. Donc, ouais, bon, encore, je me suis vite adapté parce que du coup, le coucher m'a permis d'avoir des bons bras, on va dire. Qu'en passant à genoux, on travaille un peu plus le haut du corps, mais les bras servent quand même pas mal encore. Donc, je me suis vite mis dedans. C'était surtout la position qui était dure à tenir. Et Ouais. voilà, c'est pareil. Je suis reparti dans le fait de retrouver la bonne position, donc de remodifier ma machine. Et voilà, c'était pareil, étape par étape, c'est d'améliorer mes chronos, de me rapprocher des meilleurs. Et voilà, ça a pris une bonne dizaine d'années quand même. Ouais, bah, de toute façon, ça a bien marché sur le plan national parce que du coup, t'es 14 fois champion de France Voilà. si j'ai les bons chiffres. On viendra après peut-être plus sur la carrière internationale. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu sais, il y a eu cette polémique qui revient tous les 4 ans au niveau des Jeux Olympiques, et je parle bien des Jeux Olympiques, pour les sportifs, notamment français, qui galèrent à avoir des subventions ou qui galèrent à pouvoir avoir des conditions d'entraînement qui leur permettent d'être au top pour les compétitions. Toi, comment est-ce que tu faisais pour pouvoir t'organiser en termes de temps, en termes de matériel? J'ai cru comprendre que c'est toi qui optimisais au mieux ton vélo, mais en termes de temps et d'organisation, comment est-ce que tu faisais pour pouvoir monter en compétence pour arriver jusqu'à ce niveau-là? Comment est-ce que tu as fait? Ah, c'est toute l'adaptation. Parce que, alors, quand j'ai commencé le handbike, j'ai commencé à travailler en équipe, donc 2 fois 8, pour me laisser une demi-journée pour les entraînements. Ça a duré quelques années, mais après je voyais que ça commençait à être dur. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, j'aime bien la mécanique, j'aime bien le vélo. Donc j'ai passé une formation de technicien cycle pour pouvoir avoir un peu plus d'adaptation dans mon travail. Pour, voilà, parce que dans le commerce et tout, on arrive à s'adapter un peu mieux. Donc là, je suis passé dans le commerce en technicien cycle et j'ai pu travailler à mi-temps. Donc ça a duré 3 ans à peu près, travailler à mi-temps et à côté de ça, faire mes entraînements. Et après, voilà, j'ai eu la chance, toutes ces années avant, j'ai quand même été aidé pas mal par le département, mon club qui allait chercher des subventions pour les vélos parce que le vélo coûte très cher, donc ça, Ouais. c'est un gros budget. Et puis toutes les pièces, les déplacements, parce que les courses en France sont rares, donc et puis souvent c'est des longs déplacements, donc voilà, ça fait quand même un gros budget. Et puis en 2019, j'ai eu la chance que, en vue des Jeux de Paris, la Fondation française du sport a créé une association, la Bourse du Pack de Ouais. Performance. Un pôle dédié du coup, ouais. Ouais, voilà, pour aider les sportifs. Et donc la BPCE, avec à travers la caisse Loire-Drôme-Ardèche, a voulu me soutenir. Donc en septembre 2019, j'ai pu arrêter de travailler parce que la bourse me remplaçait mon salaire. Et donc là, je me suis vraiment investi complètement dans mon sport et être carrément complètement dédié à mon sport. Donc là, c'est là que j'ai fait aussi le petit gap qui je sentais qu'il allait être très dur. Parce qu'à cette époque, en 2019, j'étais entre deux chaises, on va dire. Je savais pas si je continuais mon objectif Tokyo, parce que mon premier objectif c'était Tokyo, ou si ben j'arrêtais et je reprenais, on va dire, une vie normale, retravailler normalement, temps plein et tout. Et là, voilà, c'est tombé au bon moment, quoi, une époque charnière. Et du coup, tout de suite, l'année d'après, même s'il y avait eu, il y a le Covid qui est passé par là, en 2020, mais j'ai commencé déjà à sentir les bénéfices, ouais, du fait de faire que du vélo et pouvoir récupérer. C'était surtout ça qui me manquait. C'est pas que j'ai fait plus de vélo après, mais j'ai pris plus de temps pour la récupération, les soins. Ouais, je fais juste un petit rappel pour les personnes qui nous regarderont. C'est vrai que les Jeux Olympiques de Tokyo, qui devaient avoir initialement lieu en 2020, ont été décalés à l'été 2021. Et même si sur les médailles et même si sur la communication il y a écrit Tokyo 2020, ça a été fait en 2021. Donc ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est que cette année en plus, à la limite avec le Covid, elle a été bénéfique pour toi parce que du coup, tu as pu mieux t'entraîner, mieux t'adapter. Ouais, je sais pas. J'ai un petit remords. Je sais pas, en fait, parce que début 2021, en fait, je suis arrivé sur les premières compétitions et on va dire, que j'ai gagné les premières courses avec pas mal d'avance. Et puis en 6 mois, et il y a celui-là qui me bat depuis de nombreuses années, qui m'est passé juste devant, de très peu. Et je me dis peut-être que ça aurait été fait en Ok. 2020, parce que lui était jeune, donc il a une progression très rapide.
Que moi, j'étais déjà 2020-2021, mais mon niveau a très peu bougé, quoi. Donc ouais, D'accord. ouais, bon, c'est des si, hein, mais voilà. En tout cas, voilà que ça a été déplacé. Parce que du coup, je le rappelle, du coup, à Tokyo, tu es vice-champion, tu es vice-champion olympique, hein. Ouais, enfin, je suis 3 fois vice-champion 3 fois paralympique. vice-champion et une fois en 2024. Et deux fois en 2024. Ah bah tu vois, excuse-moi, j'avais pas les bonnes informations. La question que j'ai maintenant, moi, c'est plus par rapport à l'entraînement. Est-ce que tu as un entraîneur? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu as pu faire pour progresser dans ce sens-là? Et voilà, c'est les petites étapes ça, qui font aussi pour faire progresser. C'est qu'en 2015, bah, je voyais bien que préparer mes entraînements, c'était pas une solution viable en fait, parce que je suis pas fait pour ça. Je connais pas le vélo à la base. Ouais, Donc, puis c'est compliqué. Donc, j'ai cherché un entraîneur. Donc, un autre handbiker en avait un sur une plateforme d'entraînement. Il m'a dit, bah, je veux bien te donner les coordonnées si ça veut marcher, s'il veut te prendre sous sa tutelle. Et donc, il a voulu me prendre. Et je l'ai toujours aujourd'hui. Donc, c'est vraiment lui qui m'a fait progresser parce que il s'est intéressé, il a cherché, il est toujours, même 10 ans après, on cherche toujours des trucs, il est toujours en train de changer quelque chose pour voir si ça marche. Enfin, on essaie pas mal de choses. Il est toujours dans la recherche du mieux. Il s'arrête jamais sur un échec ou une victoire, il continue. Donc, voilà, ça fait 10 ans qu'il me suit et après que j'ai trouvé mon entraîneur spécifique vélo, eh ben, j'ai trouvé quelqu'un aussi pour préparer. Donc, physiquement, donc j'en ai eu deux, trois. Après, mentalement, ma diététicienne, enfin, je me suis monté une équipe, tout un staff autour de moi. Trouvé aussi le kiné que je pouvais voir régulièrement qui me remettrait en forme. Enfin, voilà. Tout ça, et puis le principal, on va dire la pierre angulaire aussi, c'était ma femme qui m'a aussi soutenu dans les déplacements. Voilà, de me donner la chance parce que c'est aussi primordial d'être que la famille, l'entourage proche veuille bien accepter le projet parce que c'est ouais, parce compliqué que du coup, tu de étais père de 2 enfants aussi. voilà, je suis père de deux enfants, donc c'est compliqué de dire que je pars pendant une semaine en stage là-bas. Les cours, c'est une semaine aussi en déplacement. Je peux pas prendre de vacances au mois, enfin pendant l'été parce que je m'entraîne à fond, donc je peux pas bien m'absenter, dire de me reposer parce que c'est pas le moment. Puis tout ce qui est nourriture, diète et tout, c'est au quotidien. Donc les enfants, on va dire entre guillemets en profitent, mais se privent aussi de choses que les autres jeunes font. Bien que j'essaie quand même de faire des efforts, mais ils font voilà. C'est une vie. C'est faut que la famille soit adhérente à ça, sinon ça peut pas marcher, je pense. Donc voilà, c'est vraiment. J'ai tout un groupe autour de moi pour qui m'a fait réussir quoi. Je suis tout seul sur le vélo, mais derrière du monde qui pousse quoi. Ouais, bah, c'est souvent ce qu'on entend, effectivement, c'est Mm. que c'est des sacrifices. Et lorsque tu parles de tout le staff qu'il y a autour de toi, bah, ça fait clairement penser aux plus grandes stars qu'on peut voir dans certains milieux, mais on se rend compte que lorsque des profils comme les tiens arrivent à se créer ça, bah, ça donne des conditions qui sont parfaites pour pouvoir faire performer. Et tous ces sacrifices, j'ai l'impression qu'ils sont quand même relativement récompensé par ton palmarès. Donc tu as 4 médailles d'argent aux Jeux paralympiques, donc 5 du deux à coup. 5 du coup, excuse-moi. Tu vois, j'en ai 2 en 2024 et 3 en 2021, c'est ça, et il m'en manquait une en 2024, alors excuse-moi. Du coup, qui sont récompensés par ces médailles olympiques. Aujourd'hui, est-ce que tu as senti que ces consécrations, ces médailles, elles ont eu un impact sur ta vie, en termes de reconnaissance, sur tous ces aspects-là? Oui, alors Paris m'a fait connaître beaucoup plus que Tokyo sur ma région déjà. Voilà, je sors pas beaucoup, mais je sais que maintenant on me reconnaît. Voilà, on me croise, on me dit ah ben ouais ouais c'est moi. Voilà donc ça fait bizarre. Mais après ça n'a pas changé ma vie parce que voilà je suis reparti dans l'entraînement comme avant Paris et voilà encore jusqu'à peut-être Los Angeles si tout va bien. Mais non ça n'a pas changé radicalement ma vie parce que non plus je le veux pas. Ma vie elle me plaît comme ça donc je vais pas tout changer du jour au lendemain parce que j'ai réussi voilà, sportivement, avoir des bons résultats. Donc, mais il faut que je m'adapte à certaines choses du quotidien, des sollicitations qui sont un peu plus nombreuses. Voilà, donc c'est tout un emploi du temps qu'il faut mettre un peu
Enfin, faut bien gérer, quoi. Ouais, je comprends bien, je comprends bien. J'aimerais revenir forcément du coup sur septembre 2024. Au-delà du fait que les Jeux Olympiques aient perturbé la vie de nous Parisiens en termes de transport, j'imagine que pour toi c'était quand même incroyable de pouvoir représenter ton pays en France pour les Jeux paralympiques et surtout avec tout l'écho que ça a pu avoir. Toi, en termes de valorisation, ça devait vraiment être exceptionnel. J'imagine que ta famille et tes proches étaient là. Voilà, ouais, c'est surtout de ce point de vue. Bien sûr, c'était en France et tout. Mais on va dire que j'ai essayé pas mal de me couper du monde pour éviter d'avoir trop de pression, pour quand même. J'avais un certain rang à tenir, donc voilà, je voulais quand même pas me rater. J'y allais pour ces 2 médailles d'argent, j'allais les chercher. L'or, je savais que ça allait être compliqué, mais je voulais pas moins que l'argent. Donc je suis allé dans l'optique de réussir comme ça et c'est vrai que ça faisait bizarre parce que même si à Tokyo j'avais déjà vécu des premiers jeux, les premiers jeux étaient très différents parce qu'on sortait du Covid, je reviens là-dessus, mais j'aime pas trop en parler parce qu'on dirait que tout, c'est un autre monde après, mais bon, c'était un C'était un peu passage, ça, hein. ouais, c'était un passage où à Tokyo en fait on n'avait pas de spectateurs, on était déjà nous paracyclistes écartés du village parce que notre site de compétition était à 2 heures de Tokyo. Donc on était déjà qu'entre paracyclistes, sans spectateurs, enfin voilà, et coupé avec les fuseaux horaires du direct avec la France. Mes courses, par exemple, en France, c'était 2 heures ou 3 heures du matin quand je courais. Donc, on n'avait pas, c'était vraiment différent. Là, Paris, voilà, j'ai ma famille, mes amis, tout le monde me voit à la télé, ceux qui me croisaient sûrement autour de chez moi sur la route, qui me demandaient qui était ce malade là, à faire du vélo comme ça. Il a envie de mourir, mais du coup, voilà, ils pouvaient voir après pourquoi je le faisais et qui j'étais vraiment, quoi. C'était pas pour, voilà, c'était pas vraiment du loisir. Si je roule beaucoup sur la route autour de chez moi, c'est parce que c'est mon travail déjà et que voilà, je suis handi et donc je roule comme ça, quoi. Mais et c'est ce qui a un peu changé parce que il y a pas que moi qui le dis, c'est que on est reconnu plus comme athlète quand même maintenant. Et les gens, enfin, une partie des gens comprennent un peu mieux pourquoi on fait comme ça, ou avec tel engin et tout. Donc voilà, c'est ce qui a un peu changé à Paris. Après, l'engouement de Paris, je te cache pas que ça a quand même bien descendu, hein. On est 6 mois après là. Donc maintenant, on retombe un peu dans la réalité où faut retourner au charbon, refaire ses preuves. Et puis on a, en tant qu'athlète de haut niveau, et je pense même, c'est même le sport en général, on a eu beaucoup de choses avant Paris et on a perdu beaucoup de choses. Je crois on revient, même là, après les dernières annonces faites, on va revenir voilà, dans un âge préhistorique du sport français, quoi, parce que si on nous coupe toutes les vives, je vois pas comment enfin, après tout ce qu'on dit sur le sport, tout ce que ça peut apporter, comme pour la santé ou les liens, enfin, couper le budget comme ça, c'est catastrophique, je trouve. Ouais, ouais, je partage complètement ce que tu as dit. Déjà, pour revenir sur Paris 2024, effectivement, je pense que ça a pu mettre sur les Jeux Para la lumière un petit peu sur vous, sportifs, qui vous entraînez de manière très régulière et de manière très assidue. Et moi, je trouve qu'au fur et à mesure, tu vois, il y a 10 ans, moi, j'ai fait des études STAPS autour du sport adapté. J'ai l'impression que les regards ont changé. Donc moi, j'ai les deux pieds et les 2 mains dedans. Donc on pourrait dire que je suis pas très objectif, mais j'ai vraiment l'impression que le regard a un petit peu changé, et ce qui est une bonne chose. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les annonces qui ont été faites ces dernières semaines et qui ont fait quand même grand bruit dans le milieu, hein, parce que ça touche le milieu para, mais ça touche aussi le milieu ordinaire et le ministère des Sports. Toutes les coupes qui ont été faites, c'est sûr que c'est un gros coup de massue. Après, moi, je suis persuadé que il va falloir, pour des cas comme les tiens ou comme pas mal d'autres sportifs, que vous fassiez votre propre promo. Malheureusement, j'ai l'impression que tu es quand même plutôt pas mal dessus et que tu arrives à bien t'en sortir sur ce que je vois sur tes réseaux, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, il va falloir de moins en moins compter sur les instances publiques pour pouvoir être soutenu et ça va être à vous de faire ce travail-là, quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Après, je me plains pas trop à mon niveau parce que on aura toujours des moyens, des aides qui viendront parce qu'on voilà, on a une visibilité. Voilà, c'est vraiment le sport pour tout le monde, quoi.
qui m'embête parce que moi j'aurais pas eu d'aide au début quand je commençais, je serais pas là aujourd'hui. Et voilà, c'est qu'on peut pas faire éclore l'envie d'un jeune d'être sportif si on lui donne pas les moyens. Si on attend qu'il réussisse sans lui donner les moyens, c'est dur quoi. Donc il faut quand même investir dans tout. De toute façon, il y a des risques à prendre des fois et dans le sport aussi, il faut enfin les entreprises même comprennent qu'il y a qui peut prendre des risques pour peut-être gagner ou peut-être perdre. C'est voilà, c'est le jeu aussi. On peut pas toujours être banco, mais ouais, c'est voilà. Enfin, moi personnellement, je me sens un peu trahi du fait qu'on nous a quand même répété qu'on était des privilégiés parce qu'on nous a ouvert pas mal les vannes, on va dire, au niveau financier, on nous a soutenus et que c'était à nous après de montrer à Paris de quoi, enfin pour qu'on avait bien placé l'argent. C'est voilà, au Ce niveau qui a de été le l'AMS et cas. tout, voilà, de faire voir que ça n'a pas été pour rien. Donc je pense que ce soit olympique ou paralympique, on a montré qu'on était fiers de représenter notre pays et d'en remporter des médailles. Et après, voilà, derrière, eh ben, on nous coupe le budget, donc ouais, c'est un peu une trahison. Et c'est dommage, quoi. Ouais, je comprends évidemment Et la déception. après, quand tu Euh, disais, tu parlais aussi, je voulais revenir là-dessus, que le regard a changé. Je trouve que le regard a changé parce qu'il y a Paris, mais aussi parce que pour tout le travail qui est fait depuis des années avant par les associations, par les sensibilisations, parce que le regard, il n'a pas changé dans les yeux des personnes enfin, un petit peu si, mais dans certaines personnes, ils sont sur leurs idées, mais c'est surtout dans le regard des jeunes, la sensibilisation qu'on fait au niveau des enfants dans les écoles et tout. On en a fait beaucoup pour Paris, mais nous, avec mon club, on en fait depuis une quinzaine d'années. Et je sais que quand on fait changer le regard des jeunes, déjà, ils en parlent à leurs parents. Ils leur disent ce qu'ils ont, s'ils ont rencontré un sportif, ce qu'ils ont essayé le fauteuil roulant. Et quand j'ai commencé les sensibilisations, il y avait des parents qui interdisaient aux enfants de monter dans un fauteuil roulant parce qu'on était toujours sur l'idée que ça allait porter malheur. une Que ça, superstition, ouais. ouais, les superstitions comme ça. Et là, 15 ans après, ça, je l'écoute plus, quoi. Donc voilà, parce que ceux qui disaient ça, enfin, c'est surtout voilà, les parents qui sont, enfin, ceux qui étaient là il y a 15 ans, on leur a refusé de monter dans le fauteuil, mais ils sont parents, donc ils disent, bah non, mais moi, on m'avait interdit, mais je vois pas pourquoi, vas-y, toi. Donc voilà, je pense que c'est par la jeunesse qu'on arrive à faire changer, même s'il y a eu Paris qui a fait un petit coup de boost, donc c'est bien, mais je pense que voilà, c'est de continuer le travail envers les jeunes et tout. Ouais, bah, je te rejoins, effectivement, il y a la prévention et de l'éducation. Mm. J'aimerais qu'on puisse parler maintenant des projections. Tu as évoqué tout à l'heure peut-être Los Angeles 2028. Tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui, 6 mois après les Jeux, et comment est-ce que tu te projettes? Non, mais je suis bien. Alors moi, ce qui était important après les Jeux, c'était déjà de faire re-signer mes partenaires principaux, on va dire. Et j'ai eu la chance qu'ils me re-signent, la caisse d'épargne, et puis j'ai eu la chance en 2022 de me faire embaucher par les douanes en tant que sportif. Ils ont des contrats dédiés Ouais, à des sportifs, historiquement plus dans les sports d'hiver, mais ils sont depuis quelques années tournés vers les sports d'été. Donc voilà, j'ai eu la chance qu'ils me choisissent. Donc ces deux principaux continuent avec moi. Donc, enfin, j'espère jusqu'en 2024, enfin pas 2028, pardon. Et donc déjà, c'était le principal, c'est le minimum pour que aujourd'hui je puisse vivre correctement de mon sport. Donc voilà, je pouvais pas me projeter si j'avais pas ça, parce que j'allais pas pouvoir reperformer. Et surtout, j'arrive à un âge, faut pas se cacher, où j'ai pas le droit à l'erreur. t'as Voilà. 46 ans aujourd'hui, c'est ça? Là, j'ai eu 46 ans il y a 2 mois, donc j'aurai presque 50 ans pour 2028. Donc, j'ai pas beaucoup de marge d'erreur en fait dans mon activité sportive. Mais après, voilà, bon, l'année 2025 est un peu spéciale pour un peu tout le monde. C'est une année un peu de transition où les compétitions comptent pas pour les jeux. Et c'est une année, enfin, personnellement, que je voulais prendre pour enfin, souffler, sans dire de souffler, mais je vais tester de nouvelles choses, je teste de nouveaux sports, voilà, pour garder la forme physique, mais aussi pour vider un peu la tête de mon handbike, même si je continue les compétitions de handbike, mais je fais deux, trois petits trucs à côté qui sont complémentaires à mon activité, et puis je repartirai vraiment au travail. Vraiment en vue de Los Angeles, voilà, 2027 et en 2026 et en 2027, il y a un truc très important en France, c'est les super championnats du monde de l'UCI. Donc cette année, D'accord. ils étaient à Glasgow en 2023
et on a les chances de les recevoir sur Annecy ou les alentours. Et ça va être une épreuve qui sera pas qualificative dans ce terme-là, mais sera très importante pour les Jeux de 2028. Ouais, d'accord. Donc l'UCI, je fais juste un rappel, c'est l'Union de cyclisme international. Ok, d'accord, bah, je comprends parfaitement. Et puis après, c'est important ce que tu disais de cette fameuse année de transition post-JO dont on parle dans beaucoup de sports. Effectivement, bah, c'est bien de pouvoir reposer son esprit. Et quand on parle d'année de transition, ça ne veut pas dire forcément qu'on délaisse son activité, mais juste qu'on a besoin de reprendre un petit peu d'énergie parce que c'est tellement sollicitant. Je dis ça, je ne connais pas la pression que tu as pu avoir et le rapport que tu as avec ce sport-là, mais en tout cas, je veux bien l'imaginer. Bah, c'est-à-dire que du coup, comme Tokyo avait été déplacé d'un an, on l'a pas eu cette année de transition. Donc Exactement, c'est allé vite. ça fait voilà 5-6 ans que je suis sur les jeux et j'ai pas eu cette année où se dire non, on passe pas aux jeux parce que bien, faut pas rêver. Dès on est sorti de Tokyo, on a attendu Paris quoi. Ouais, ouais. Tout le monde c'était Paris, Paris. Ouais, je vais essayer de digérer Tokyo, mais donc voilà. Maintenant Paris est passé, on nous parle pas trop encore de Los Angeles, même si ça commence aussi. Et enfin voilà, c'est loin quand même encore. Ouais, non, de toute façon, ça va venir vite. Loïc, écoute, je te remercie d'avoir pu nous donner de ton temps. C'était vraiment précieux et c'est vraiment, je pense, très intéressant. Aujourd'hui, on a dû recevoir une trentaine ou une quarantaine d'invités sur le podcast depuis 3 ans. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est sportif de haut niveau et sportif paralympique. Donc, on te remercie, c'est vraiment super. Et bah, je tiens quand même à mettre en avant bah, vraiment la résilience et la force que tu as parce que je reprends une des questions, des remarques que je t'avais fait tout à l'heure sur ta transition après ton accident, le fait que bah, tu n'aies jamais mis en avant que c'était si dur mentalement. Je trouve que c'est vraiment remarquable, donc bravo à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là du coup pour ces prochains mois et ces prochaines années? Bah, que la forme reste. Voilà. Ouais. Voilà, c'est surtout ça, ouais. C'est quoi les blessures récurrentes au handbike? Non, mais je suis assez épargné, parce que justement, j'ai quand même mis, voilà, j'ai des soins réguliers et tout. Mais après, on peut toujours avoir une petite douleur à l'épaule, une tendinite, un coude qui couine un petit peu, voilà. Bon, après, des fois, il y a des chutes, donc on est un peu talé. Bah, moi, je me suis quand même bien sorti. En 10 ans, j'ai eu une blessure et je me suis pas fait handball, je me suis fait en tennis fauteuil. Ok. Donc, qui m'a fait arrêter 3 semaines mon activité, mais voilà. Après, il y a mes genoux qui souffrent un petit peu, mais voilà, c'est des bobos qui m'arrêtent pas très longtemps généralement. Ok, bon bah écoute, on va te souhaiter la santé effectivement et bah, faire en sorte que pour 2028 ça puisse te faire et que surtout tu gardes un superbe état d'esprit. Merci à toi. Merci pour tout Loïc. De rien, merci. On remercie Loïc de nous avoir accordé de son précieux temps pour pouvoir faire cet entretien, cet échange, c'était vraiment super. Donc une nouvelle fois merci à toi Loïc et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parlons Prévention.